donc au laboratoire XLIM à l'Université de Limoges. Et à l'intérieur de ce laboratoire, il y a en fait différents départements, dont le département C2S2 auquel j'appartiens. Et à l'intérieur de ce département, il y a ensuite différentes équipes, dont l'équipe Est, qui s'appelle donc Études et systèmes de télécommunication. Et historiquement, on est vraiment porté sur les communications numériques optiques. Et en fait, depuis 2 ans, donc, il y a un projet qui s'intitule Systèmes et réseaux de communication pour la e-santé. Et donc, les études que je vais vous présenter aujourd'hui sont dans ce cadre-là. Donc, le titre de ma présentation, c'est Utilisation de la technologie optique sans fil pour la transmission de données médicales en milieu indoor, en milieu confiné, et sous contrainte de mobilité. Donc, je vais vous présenter tout d'abord un petit peu le contexte de cette étude. Donc, on participe à un projet collaboratif Fonds Innovation Limousin qui s'intitule Saphiral et qui consiste en fait à surveiller pas des dinosaures, des données physiologiques en environnement sensible et confiné. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Environnement sensible, en fait, c'est qu'on se situe au sein de l'enceinte hospitalière. Donc ça veut dire qu'on n'a pas le droit, c'est pas recommandé d'utiliser des technologies radiofréquences. Et environnement confiné, ça veut dire qu'on va se situer dans une pièce ou dans en fait ce qui s'appelle le L2H, c'est-à-dire le laboratoire habitat handicap, qui est comme un petit appartement qui sert en fait pour des personnes post-hospitalisation après un AVC. Donc qui leur permettent de rester là pendant quelques jours sous surveillance avant de repartir chez eux. Et donc notre but dans ce projet, c'est d'assurer donc un parcours sécurisé aux patients par la surveillance des signes physiologiques et d'étudier donc les indicateurs, les statuts du patient pour mettre en œuvre des conseils personnalisés avant la sortie du patient et son retour à domicile. Donc les contraintes dans ce cadre-là, c'est la mobilité au sein de la structure, l'autonomie, de ne pas utiliser de radiofréquence et d'avoir une bonne qualité de service pour le patient. Alors, pour le patient, c'est un petit peu un raccourci rapide, c'est surtout une qualité de service pour les données qui sont émises du patient vers le récepteur. Donc, en fait, notre étude, elle se situe vraiment au niveau couche physique, c'est-à-dire on va regarder quelles sont les informations transportées. Donc, à quelle portée? Donc, ce sera des courtes portées, puisque typiquement, c'est un émetteur qui va se situer sur un patient, un récepteur qui est au milieu du plafond de la pièce, et donc, on va émettre des données sur une courte portée. Il s'agit aussi de bas débit, puisque les applications de monitoring sont inférieures généralement à 1 méga bits par seconde. Et l'émetteur est mobile dans l'environnement, puisqu'on suppose qu'il peut marcher pour aller jusqu'à la cuisine ou pour aller dans son lit, puis pour tout simplement marcher, parce qu'il ne reste pas tout le temps assis. Et par contre, le récepteur est fixe. Donc pourquoi est-ce qu'on s'est intéressé à l'optique sans fil? C'est qu'il n'y avait pas d'interférence avec les autres systèmes électromagnétiques existants. L'information reste confinée dans la pièce, donc contrairement au Wi-Fi, quand vous envoyez vos petites informations, n'importe qui se trouve ailleurs, il est capable de voir ce que vous êtes en train d'envoyer. L'optique sans fil, donc que ce soit en infrarouge ou en visible, ce qu'on veut, nous on s'est focalisé sur l'infrarouge, ça va rester vraiment confiné dans la pièce, puisque l'information ne traversera pas les murs. Il n'y a pas de licence et les composants sont faible coût, donc ça veut dire qu'on pourra avoir des systèmes pas trop chers. Et il n'y a pas d'effet d'évanouissement. C'est-à-dire qu'on n'a plus le signal par endroit dans la pièce. Les inconvénients, bien sûr, c'est les effets de blocage, c'est-à-dire que si quelqu'un passe devant le patient, donc une infirmière, ou que tout simplement il passe derrière, une armoire qui sera en plein milieu, on peut avoir un effet de blocage et ne plus avoir donc, le signal qui arrive au niveau du récepteur. La puissance d'émission est limitée, ce qui n'est pas forcément un inconvénient en fait, comme je vous le présenterai par la suite. Et la couverture est assez limitée, puisqu'on a un affaiblissement de la puissance. Donc il y a 2 configurations qui sont généralement étudiées et sur lesquelles on a travaillé, qui sont la configuration en visibilité directe. Donc ça signifie un petit peu en fait comme là quand je pointe, ce qui se passe entre là et le point qui est sur l'écran, c'est de la visibilité directe, c'est-à-dire que le faisceau, il est très directif et il ne se passe rien entre. Et en fait, la configuration diffuse, c'est d'avoir un émetteur qui pointerait vers le sol
et qui est beaucoup plus large. Et une fois qu'il a pointé vers le sol, il distribue vers un ensemble beaucoup plus large. Donc, je vais vous présenter justement dans la première partie ces deux configurations. Le scénario de mobilité qu'on a envisagé du patient à l'intérieur de la pièce et la notion de probabilité de rupture, c'est-à-dire la probabilité que le lien ne soit pas assuré. Et ensuite, je vous présenterai un petit peu les performances en termes de puissance consommée et de débit disponible. Et en troisième partie, avant de conclure, je vous présenterai quelle technologie on a envisagé si on a plusieurs patients à monitorer dans la pièce, donc en faisant de l'accès multiple basé sur l'OCDM. Donc, comme je vous le disais, donc, il y a deux types de configuration. Alors sur le schéma, en fait, on a essayé de mettre les deux, donc c'est pas forcément très visible. Là, c'est la configuration LOS, c'est-à-dire que l'émetteur pointe vers le récepteur et on suppose qu'il peut y avoir un système de tracking pour que, quel que soit, s'il se déplace, il soit toujours pointé en fait, vers le récepteur. Et la configuration diffuse qui est représentée là, dans ce cas-là, l'émetteur est toujours pointé vers le sol. Et donc, après, on récupère ce qu'on récupère, puisqu'on considère qu'il y a une réflexion. Et forcément, ce modèle donc, qui est basé sur la réflexion sur le sol est plus résistant aux effets de blocage, puisque même si quelqu'un passe, il y aura toujours une portion du message qui arrivera jusqu'au récepteur. Donc, concernant la mobilité du patient dans la pièce, au départ, on s'était dit on va faire un truc complètement mathématique, c'est-à-dire dire que c'est uniforme, il peut être à n'importe quel endroit avec la même probabilité. Puis après, on a essayé de se dire que c'était pas très réaliste, donc on s'est basé sur un scénario de mobilité qui s'appelle Random Waypoint. J'ai pas réussi à trouver de traduction française très appropriée, mais en gros, ça veut dire que on a un déplacement aléatoire dans la pièce et suivant en fait une trajectoire. C'est-à-dire que le principe, c'est que je suis à une position aléatoire, la position de destination est tirée de manière aléatoire et j'y vais selon une trajectoire un petit peu aléatoire. Et donc tout ça, en fait, je ne vous ai pas mis l'équation, je vous ai juste mis la figure. Donc c'est un exemple qui montre la probabilité, la fonction de densité de probabilité d'être à un endroit donné dans la pièce. Donc pourquoi ce modèle, c'est un modèle qui est souvent utilisé pour pour décrire où se situe une personne qui marche dans une pièce. Et on voit qu'en fait, il est plus souvent au milieu de la pièce. Donc on suppose en fait dans notre étude, dans un premier temps, que la pièce est vide. Donc il n'y a pas, par exemple, un lit au milieu ou un bureau. Bien sûr, si on avait un lit au milieu, ce ne serait pas au milieu que ce serait plus probable. On aurait une bosse, par exemple, puis rien, puis une autre bosse. Donc après, ça peut s'adapter. Donc la notion de probabilité de rupture, en fait, alors je ne sais pas si c'est des termes qui vous sont très familiers, mais d'habitude en communication, on parle de taux d'erreur binaire. Donc c'est-à-dire, on regarde bit par bit si on a un bit erroné ou non. Le problème, c'est que comme l'émetteur est tout le temps mobile dans la pièce, le taux d'erreur binaire, il n'est pas significatif. C'est-à-dire que des fois, on peut être très très bon si on est juste en dessous du récepteur. Et si on se retrouve par terre et dans un coin de la pièce, on n'aura peut-être pas une bonne qualité de service. Donc du coup, on parle de probabilité de rupture, qui est la probabilité que le SNR étant le rapport signal à bruit, devienne plus petit qu'une valeur donnée, ou autrement dit que le taux d'erreur binaire devienne trop élevé, c'est-à-dire probabilité que la qualité de service ne soit pas respectée. Donc ça veut dire que c'est l'intégrale de la densité de probabilité du rapport signal à bruit. Et à titre d'information, j'ai tracé là les densités de probabilité du rapport signal à bruit. Donc là, c'est le rapport signal à bruit. Et on voit qu'en fait, il peut varier jusqu'à 25 dB, ce qui est vraiment énorme dans la pièce qu'on considérait, c'est-à-dire de taille 3 par 4. Non, c'était avant. Voilà, 3 par 4 avec 2,50 m, qui est la taille typique d'une chambre d'hôpital. Donc du coup, on voit apparaître assez simplement sur ce schéma le compromis entre le débit et la qualité de service, puisque plus le débit va augmenter, plus les rapports signal à bruit vont être faibles. Donc du coup, on a fait différentes études sur la notion de probabilité de rupture.
Sachant que donc, probabilité de rupture, on peut le tracer en fonction du taux d'erreur binaire visé, en dessous duquel, en fait, qui nous servira de référence pour caractériser la qualité de la transmission. Et en fait, toutes les études qu'on a faites permettent de tracer des courbes. Là, elles sont tracées en fonction de la puissance pour un débit donné, que j'ai peut-être oublié de mettre sur cette figure. Mais en fait, on peut faire l'inverse, c'est-à-dire on peut les tracer aussi pour différents débits et pour une puissance donnée. Et donc, tous ces faisceaux de courbes, ça nous permet de dire que si on vise un taux d'erreur binaire de 10-9 avec une probabilité de rupture de 10-3, qui sont des quantités classiques pour une communication, là, on déduit par exemple que la puissance minimale, c'est 30 milliwatts dans le cas loss, c'est-à-dire en visibilité directe. Et en fait, on a fait ces études-là dans les différents cas. Alors j'ai oublié de vous décrire en fait les différents loss, ce qu'on appelle loss parfait, semi-aligné et non aligné. En fait, le loss parfait, c'est vraiment avoir à la fois l'émetteur et le récepteur qui sont comme ça. Donc tout le temps, à chaque fois, ça va se déplacer. Et en fait, ça, c'est un peu compliqué à mettre en œuvre parce qu'il y a un double tracking. Mais c'est ce qui marchera le mieux. Le loss semi-aligné, en fait, on considère qu'il n'y a que l'émetteur qui va à chaque fois s'aligner et que le récepteur, il a toujours la même direction. Et le loss non aligné, on suppose que l'émetteur, il est toujours vers comme ça, en l'air, et le récepteur vers le bas. Mais il y a toujours une fraction de ce qui est envoyé qui y arrive. Donc, on a étudié donc, pour un débit de 500 kilobits par seconde, par exemple, quelle était la puissance minimale pour atteindre les performances qu'on s'était fixées. Et donc, on se rend compte que, bien sûr, donc ça, c'était le cas loss non aligné que je viens de vous présenter. On avait trouvé 30 milliwatts. Dans le cas loss semi-aligné, on n'a plus qu'un 75 milliwatts et en loss parfait, un 25. Donc, en fait, on se rend compte que, effectivement, si on avait un système parfait, on consommerait 3 fois rien. Parce qu'en fait, il faut bien se dire que les puissances qui sont là, si on les compare aux puissances RF, que ce soit pour le Wi-Fi, Zigbee, un petit peu tous les protocoles qui existent, c'est vraiment en dessous. Et dans le cas diffus, donc on a une puissance un petit peu plus élevée qui s'explique puisqu'en fait on perd, c'est pratique puisque ça permet d'éviter les effets de blocage, mais on perd aussi de l'information qui est diffusée un petit peu partout dans la pièce. Et on a fait aussi donc une étude à l'inverse, c'est-à-dire en fixant des puissances d'émission qui sont des puissances typiques liées à la sécurité oculaire. Parce qu'en fait, on ne peut pas émettre trop de puissance. C'est un petit peu d'ailleurs comme les lasers et tous ces engins-là. Normalement, il y a une puissance limite, sinon on risque d'abîmer la rétine oculaire. Donc dans les cas loss parfait et semi-aligné, on a des angles d'ouverture faibles, c'est 20 milliwatts. Et par contre, en loss non aligné et diffus, on peut aller jusqu'à 300 milliwatts. Donc en exploitant ces valeurs maximales de puissance transmise, on s'est intéressé à regarder quel pouvait être le débit maximal supporté pour notre qualité de service. Et dans ce cas-là, on se rend compte qu'on est bien au-delà des 500 kilobits par seconde, puisque en diffus, on est à 8 mégabits par seconde, et en loss parfait, on pourrait aller jusqu'à 130 mégabits par seconde. Donc par rapport à n'importe quelle application de suivi de données physiologiques, on a une marge très très importante. Donc on s'est intéressé à l'aspect accès multiple, donc savoir comment faire si on a plusieurs utilisateurs dans la pièce. Donc ce qui est classiquement utilisé en termes de transmission optique numérique, c'est le TDMA et le WDMA. Donc le WDMA, déjà, c'est rapidement exclu parce que ça voudrait dire qu'il faudrait que chaque émetteur dans la pièce communique à une longueur d'onde différente. Donc c'est un peu compliqué, surtout si n'importe qui peut venir. On ne va pas avoir, puis surtout au niveau du récepteur, ça complexifie énormément les choses. Et le TDMA, en fait, on va être vite limité en débit aussi, puisqu'il faut allouer un temps slot à chaque utilisateur, qui n'est pas susceptible d'être présent au même endroit dans la pièce. Si on considère les différentes chambres d'hôpital, où il peut y avoir à un moment donné une seule personne, comme tout d'un coup 10 personnes dans la pièce, et qui pourraient se retrouver... ça devient vite compliqué si on considère l'ensemble des gens qui sont là. Donc on s'est intéressé aussi, parce qu'on avait déjà travaillé dessus dans le cadre des communications filaires, au CDMA, c'est-à-dire on affecte un code à chaque utilisateur.
Et ce code peut être réutilisé s'il n'est pas là déjà dans la pièce. Donc il y a des codes en une dimension qui sont les codes les plus classiques et les codes en deux dimensions. Dans ce cas-là, on va autoriser quand même d'avoir plusieurs longueurs d'onde. Mais en fait, tout le monde émet en même temps. Donc il n'y a pas de problème de synchronisation en temps bit, puisque ce sera juste synchronisé en temps chip qu'on appelle, c'est-à-dire une subdivision du temps bit. Et en fait, l'utilisation de ces codes, le principe, c'est que j'ai des données binaires à émettre, elles sont multipliées par le code, puis ensuite, tous les utilisateurs qui sont là, toutes les données codées sont additionnées. Et ensuite, donc là, j'ai représenté un canal où c'est qu'on a une atténuation, puisque c'est globalement, si on a un bruit qui s'ajoute que je n'ai pas représenté, le canal. Et après, au niveau du récepteur, on a en fait une corrélation, on remultiplie par le code de l'utilisateur désiré, et on intègre sur le temps bit pour faire la détection de données. Et les principales limitations sont en fait l'interférence d'accès multiple, qu'on avait aussi dans le cas de réseau filaire, mais aussi l'effet pré-loin, donc dans le cas de l'optique sans fil. Donc, je ne vais pas m'appesantir sur l'étude théorique des performances, mais juste en fait pour vous dire qu'on a développé une formule théorique qui permet d'obtenir la probabilité d'erreur pour une position fixe donnée. Donc là, par exemple, on avait mis tous les utilisateurs à la même distance et on faisait varier la distance d'un utilisateur. Donc en pointillé, c'est la théorie et en trait plein, c'est la simulation. Et on voit que ça marche plutôt bien. Et en fait, on s'est servi de ces résultats valables en fixe pour obtenir, de manière théorique toujours, la probabilité de rupture, c'est-à-dire la quantité qui nous intéresse dans le cadre de la mobilité. Et donc là, c'est pareil, en trait plein, c'est la théorie, les petits ronds à côté, c'est la simulation. On voit que ça marche quand même plutôt bien. Et là, sans rentrer dans le détail, en fait, il y a deux types de récepteurs, un qui est classique, qui est là, et un avec un simple petit limiteur qui permet d'avoir des performances encore meilleures. Donc potentiellement utilisable pour un système d'accès multiple. Et en fait, à partir de ces études, on a pu obtenir en fait, alors, ça c'est les paramètres des différents codes OEC, c'est-à-dire la longueur et le poids, comme j'avais représenté sur ce schéma-là. Donc sans rentrer trop dans le détail, en fait, plus le F est grand, plus ça deviendra quand même compliqué à implémenter. Et par contre, meilleures sont les performances. Et en fait, on le retrouve sur cette figure-là, puisque là, on a tracé pour différents codes, en fonction du nombre d'utilisateurs, donc ça c'est N, le taux d'erreur binaire qu'on obtient. Et en fait, on voit que les taux d'erreur binaire les plus élevés, c'est pour la famille 121.3, tandis que quand la valeur de la longueur de la famille de code augmente, on a des performances meilleures. Donc ça veut dire qu'en fait, toute notre étude théorique permet de dimensionner la famille de code nécessaire pour un nombre d'utilisateurs donné. Donc si par exemple j'ai 15 utilisateurs et que je veux un TEB de 10-3, il faudra que je prenne un truc entre ces deux-là. Mais aussi, si on a imposé une famille de codes donnés, ça permettra de dimensionner quel est le nombre maximal d'utilisateurs pour arriver à une performance donnée. Donc si par exemple on s'était imposé le 1345, on veut un TEB de 10-3, on aura 5 utilisateurs maximaux au même instant sur la liaison. Et sachant qu'on peut aussi dimensionner la taille de la pièce qui permettra d'avoir la bonne qualité de service. Donc là, pour cette figure-là, on a changé la taille de la pièce. En fait, tous ces paramètres, c'est des choses qui sont entrées dans le programme de simulation qui montre la mobilité. Donc on peut le faire avec n'importe quelle taille de pièce, n'importe quel nombre d'utilisateurs et n'importe quelle famille de code. Donc en conclusion, donc on a déterminé quelle était la probabilité de rupture de la liaison en milieu indoor avec donc une mobilité de type random waypoint. Ça permet donc de déterminer les débits disponibles et à la puissance maximale, mais aussi quel serait le gain en puissance consommée pour un débit donné. Donc de manière à optimiser la puissance moyenne consommée, ce qui est en fait un point très important dans notre application, parce que si l'émetteur il est positionné sur le patient, il faut qu'il ait une certaine autonomie, donc la puissance consommée c'est vraiment quelque chose de très important.
Et dans le cadre donc, des études sur l'accès multiple, donc on a pu obtenir de manière théorique une probabilité de rupture, une probabilité d'erreur, de manière à obtenir la probabilité de rupture. Alors, c'est pas juste pour le plaisir de faire des choses théoriques, mais c'est surtout, en fait, j'en ai pas parlé par rapport au temps de simulation, c'est extrêmement long, en fait, parce que pour avoir des taux d'erreur binaire de 10-5 ou 10-6, ça prend déjà peut-être au moins un jour ou deux sur un serveur à 4 processeurs. Donc, d'avoir une formule théorique, ça permet de gagner un jour ou deux, enfin, en fonction des outils qu'on a. Donc, sachant qu'après, pour l'étude de la probabilité de rupture, on a toujours une phase quand même de simulation, puisqu'à chaque point à chaque point, on est obligé quand même de simuler la mobilité pour calculer de manière théorique à chaque fois la probabilité d'erreur qui correspond. Et donc, ça permet de déterminer nos études, quel est le nombre d'utilisateurs maximal ou les caractéristiques du code. Et les perspectives de cette étude donc, sont de réaliser un démonstrateur, donc, notamment dans le cadre de la prolongation du projet Saphiral, qui permettrait de montrer une communication en configuration diffuse. Et alors en fait, je l'ai mis en perspective, le simulateur tenant compte de l'environnement, c'est à la fois en fait déjà quelque chose qu'on fait et une perspective, puisqu'en fait on travaille avec un département de XLIM qui est situé à Poitiers, qui ont développé un logiciel de lancer de rayons à la base qui n'était pas pour l'optique, mais qu'ils ont adapté à l'optique et dont on se sert pour... enfin, on vient juste de commencer à s'en servir, parce que ça a été un petit peu compliqué à mettre en place, pour évaluer l'impact en fait de la caractéristique du sol ou des murs sur la liaison. Et en fait, une des perspectives consistera à utiliser aussi ce logiciel pour modéliser justement un lit au milieu qui a certaines caractéristiques ou modéliser des vitres, enfin tout un tas de détails qui permettra de se rapprocher plus d'une chambre d'hôpital ou d'une pièce. Et aussi, on s'intéresse à la gestion de la qualité de service sur les couches hautes, donc notamment avec les codes Fontaine qui permettent de récupérer des paquets qui seraient perdus sur la couche physique. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Merci. Des questions? J'ai une question. J'ai du mal à percevoir à quoi ça peut ressembler le dispositif qui est porté par la personne. Enfin, ça se présente comment? En fait, le dispositif, c'est, d'un point de vue technologique, ce serait une diode émettrice, donc, qui envoie des informations. Donc, je ne sais plus si je l'ai précisé ou pas, donc on considère des transmissions dans le domaine de l'infrarouge. Donc, il y a des petites diodes infrarouges. Et en fait, on a commencé à faire des expérimentations avec un petit module tout intégré qui s'appelle le LilyPad et qui est composé de différents capteurs, en fait reliés à un microcontrôleur qui pilote ensuite une émission en infrarouge. Donc après, on peut rajouter d'autres types de capteurs et après, ce qui nous intéresse, nous, c'est vraiment la partie transmission. Mais a priori, donc, pour le démonstrateur, justement, on utiliserait un Arduino LilyPad et après l'optimiser avec quelque chose de plus réduit encore. Sachant que c'est déjà de cette taille-là et c'est fait exprès pour être brodé sur des habits. Donc ça peut être une solution pour notre prototype, quoi. Je fais ça. Autre question? Ah, attendez, l'équipe réseau quand même. Oui, chose à dire là. Alors oui, mais pour le coup, ça va peut-être une question très naïve. Sur les méthodes d'accès, donc c'est vrai que je ne connais pas trop dans le domaine de l'infrarouge, mais est-ce que vous avez regardé de l'OFDM qu'on retrouve classiquement sur des fréquences plus hautes, telles que Wi-Fi, Bluetooth ou enfin, pas beaucoup. En fait, l'OFDM, c'est pas une technique d'accès multiple. On s'en sert sur... il y a certaines personnes dans l'équipe qui travaillent sur l'OFDM sur fibre parce que ça permet de compenser en fait, les effets de dispersion chromatique puisqu'on va utiliser des sous-porteuses orthogonales et tout.
Dans le cadre de l'optique sans fil, c'est vrai qu'on pourrait s'y intéresser, mais ce ne serait pas pour l'accès multiple, ce serait peut-être pour améliorer les performances. Sachant qu'en optique, après c'est un petit peu différent l'OFDM en optique qu'en RF, mais on ne s'y est pas encore vraiment intéressé. Mais ce ne serait pas pour l'accès multiple. Ceci dit, pour l'accès multiple, on n'est pas non plus complètement sûr que ce soit le CDMA qui soit le mieux. Mais on trouvait que c'était quelque chose déjà qu'on connaissait et puis qui permet de ne pas être trop compliqué, de ne pas mettre en œuvre plein de longueurs d'onde et tout ça. Autre question ? J'ai une petite question sur ce que vous appelez le mode indirect, je crois. Est-ce que ça suppose une surface particulière pour le plancher ou... Ah oui, c'est une bonne question. En fait, c'est ce qu'on appelle le mode diffus. Effectivement, en fonction de la surface, on suppose qu'elles sont toutes de type, je ne sais pas si ça vous parle, mais de type lambertien, c'est-à-dire que c'est réflecteur. Donc après, le niveau de réflectivité, là dans ce que je vous ai présenté, c'était notre première approche, on supposait que la réflectivité du sol était de 0,8. Alors en fait, réflectivité du sol, c'est entre 0 et 1. Si je suis à une réflectivité de 0, ça veut dire qu'il n'y a rien qui réfléchit, tout est absorbé. Et 0,8, ça veut dire que c'est plutôt bien, puisque à 1, tout est réfléchi comme sur une vitre. Donc c'est vrai que c'est un point très important, et c'est pour ça qu'on a travaillé en fait avec le laboratoire STIC de Poitiers pour voir l'impact de la réflectivité du sol. Et j'espère vivement pouvoir présenter ces travaux-là lors du workshop organisé à Pise en octobre ou novembre. Mais on a fait justement quelques travaux pour montrer l'impact de la réflectivité du sol. Et généralement, de toute façon, tous les sols sont réflectifs. À moins de marcher sur... je ne sais pas d'ailleurs sur quoi. Mais bon, ils sont tous un petit peu réflectifs. Et ce qu'on a montré, c'est pas encore publié, donc j'espère que ça le sera, mais que même en fait avec une réflectivité de 0,2, donc pas très réflectif, en fait on a de très bonnes performances aussi, notamment en diffus. Merci. En fait, quels peuvent être les challenges, je dirais, pour le futur au niveau des applications en e-santé ? Les applications phares, je dirais, en e-santé, auxquelles vous pouvez rêver, j'allais dire. Je pense que ça peut être un moyen pour, comme je l'ai un petit peu présenté au début, c'est-à-dire pour transmettre des informations en fait en temps réel de l'état du patient. Donc dans le projet, on s'était focalisé sur la transmission de la fréquence cardiaque. Il peut ne pas y avoir que ça, donc on s'intéresse au Body Area Network, c'est-à-dire avec différents capteurs corporels. Je pense que ça peut être un moyen de... C'est vrai que je n'ai pas parlé après de la phase qu'est-ce qu'on en fait de ces informations. En fait, ces informations, à l'heure actuelle, dans le projet Saphiral, elles sont envoyées sur un écran qui sera observé par le personnel médical et qui va pouvoir en fait éviter de passer, par exemple, toutes les heures dans la pièce. Il passera devant son ordinateur et il verra, tout va bien, il n'y a rien de particulier. Après, je pense qu'on peut traiter à différents niveaux. C'est-à-dire qu'il pourra y avoir une analyse comme ça, régulière, mais juste on envoie à titre d'information. Et je pense que ça permettrait aussi d'envoyer des alertes par moment si on détecte une chute par terre ou un arrêt, ou une très rapide diminution de la fréquence cardiaque. Je pense qu'après, il peut y avoir à différents niveaux, d'exploitation des données envoyées.